ce qu'on observe chez les gens qui réussissent, autour, il y a quelque chose qui s'organise de sorte que tout ce qui serait leur zone de fragilité ne sont plus des problèmes parce que... Il y en a plein de choses communes à ces personnes-là. La première, c'est à quel point ils font tous quelque chose qui les passionne, qu'ils aiment profondément. Parce que, je crois que c'est la maman, mais la maman de Da Vinci, elle pouvait des fois dire à son fils de manger. Il oubliait de manger tellement il était absorbé par ses peintures. Il pouvait passer plusieurs jours à peine manger, à peine boire et être focalisé sur ce qu'il fait. Forcément, quand tu as ce niveau de passion pour quelque chose, tu vas pas mettre la même énergie. Et c'est prouvé aujourd'hui en neurosciences que quand quelqu'un fixe un objectif qui est aligné avec ce qui est important pour lui, le glucose et l'oxygène alimentent le lobe préfrontal qui est la partie avant du cerveau et qui, hyper intéressant, si on tape lobe préfrontal sur Wikipédia, ils en parlent comme le centre exécutif du cerveau, donc c'est un peu le codir du cerveau, dont les missions de cette partie du cerveau sont planification, organisation, intuition, créativité, régulation des émotions, empathie. Donc c'est hyper intéressant quand tu fixes un objectif qui est important pour toi, tu as accès à tout ce qui est indispensable justement pour organiser une vie. À l'inverse, quand tu fixes un objectif qui ne t'inspire pas, tu as l'amygdale qui est beaucoup plus en fonctionnement. L'amygdale, c'est ce qui gère, entre autres, principalement la peur, le danger et la gratification immédiate. Et que typiquement, quand tu as un but qui ne t'inspire pas, tu vas avoir beaucoup plus tendance à manger, consommer des dopants ou des drogues, dépenser de manière compulsive. Parce qu'en fait, c'est plus la partie animale qui prend le dessus, qui va faire que tu vas chercher le plaisir immédiat et fuir la douleur immédiate. Or, ce qui construit un parcours comme Michael Jordan, c'est beaucoup d'inconfort à court terme, mais encore une fois, la vision basique du développement personnel serait de dire il faut que tu traverses l'inconfort, mais c'est pas ça, ça c'est une conséquence. C'est une conséquence d'avoir un but qui t'inspire véritablement. Darwin, son père s'inquiétait de sa scolarité, n'arrivait pas à le motiver, donc c'était pas une question de motivation. Mais par contre, depuis petit, il rassemblait des espèces vivantes ou mortes à la maison, ses parents comprenaient pas, il va décider de faire un tour non rémunéré dont les chances de mourir sont hyper élevées, où l'objectif c'est de faire une croisière où on rassemble des éléments naturels un peu partout dans le monde et c'est comme ça qu'il va créer la théorie de l'évolution et qui va faire de lui un des plus grands scientifiques. Et on retrouve ça de manière systématique, donc ça c'est le 1. Le numéro 2, c'est une capacité qui est plus ou moins grande mais qui est quand même élevée chez tous à transcender, à transformer l'échec, la difficulté en opportunité. Il y a des magnifiques recherches par Carol Dweck de Stanford sur les plus grands sportifs, artistes, pianistes qui montrent que c'est hyper intéressant que les personnes qui réussissent face à l'adversité, c'est quand on met un scanner sur leur cerveau, c'est pas les mêmes parties du cerveau qui s'activent. Et encore une fois, très intéressant, monsieur, madame, tout le monde, quand on lui fait un feedback négatif, ou alors quand il est en train de faire une erreur ou d'échouer, l'amygdale se met en fonctionnement, sous-entendu, je suis en danger et donc je vais me protéger. À l'inverse, quand on met les scanners sur des personnes qui ont tendance à avoir une croissance qui est plus grande, quand on les critique, quand ils sont dans l'erreur ou quand ils sont dans l'échec, c'est pas que c'est agréable, mais le lobe préfrontal, encore une fois, s'illumine beaucoup plus au niveau du scanner. Et on se rend compte que, à l'issue de l'échec, même si c'est inconfortable, ils ont un regain d'énergie. C'est ce que donc Carol Dweck a parlé. Elle a donné le terme de growth mindset. Là où d'autres personnes se seraient dit, en fait, le monde ne me reconnaît pas et vont s'éteindre. Là, au contraire, lui, ça lui donne de la motivation. Et ce qui est intéressant entre le mindset donc fixe et mindset de croissance selon donc Stanford, c'est que quand tu as un mindset fixe, l'échec, l'erreur ou la critique définit ma valeur. Donc si, par exemple, je crée un album, je suis pas reconnu, ça veut dire que moi, en tant que personne, je n'ai pas de valeur. Là où en growth mindset, si le monde extérieur ne me reconnaît pas, que j'ai un échec ou que je fais une erreur, ça veut dire que mes comportements n'étaient pas les bons. Et donc ça change tout parce que ma valeur n'est pas remise en question. C'est fascinant, la bonne nouvelle, pour ceux qui s'inquiéteraient, c'est que c'est pas quelque chose de génétique, c'est quelque chose qui est entraîné. Il y a des magnifiques études qui ont été faites auprès d'enfants qui à la base sont en fixed mindset et qui ont été rééduqués à fonctionner en growth mindset. Donc ça c'est le deuxième élément, la relation que tu as à l'échec, la critique et le regard des autres. J'étais avec un des plus grands producteurs français qui est très souvent critiqué pour ses créations et ses productions. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne l'arrête pas en fait. Au contraire, il continue de produire et sa carrière, elle continue là où plein de personnes ne supporteraient pas en fait. Comme moi par exemple, le David du démarrage, qui était en indigestion de la critique. Souvent, le plus gros danger à une réussite long terme, c'est ton premier succès. En fait, c'est très intéressant en termes de neurosciences ce qui se passe, c'est qu'on a globalement en moyenne une très haute estime de nous-mêmes. Et on a des biais optimistes envers nous-mêmes. On a un biais à penser qu'on est au-dessus. Et donc, tant qu'entre guillemets on ne réussit pas extérieurement,
l'extérieur ne confirme pas notre théorie, donc on reste plus ou moins humble. Mais le problème, c'est qu'au moment où on a notre première réussite, vu qu'on a une estime de nous qui est très élevée, l'extérieur maintenant validant notre théorie, là, c'est l'hubris, c'est-à-dire je vais me sentir spécial. C'est un phénomène qui est naturel, par lequel passent toutes les personnes, même celles qui ont des réussites sur le long terme, mais la différence souvent, c'est qu'on prend par exemple un Ray Dalio, qui s'est pris une grosse start, typiquement il a perdu beaucoup d'argent, il a réussi justement à sortir de ce schéma-là, redevenir humble, apprendre de finalement tout ce qui lui a permis d'avoir sa première réussite et continuer. Donc c'est un autre élément, la capacité finalement à, malgré les louanges extérieures, rester centré et focalisé sur son projet. Et voilà, Warren Buffett, il dit que dans l'investissement, ton pire ennemi, c'est tes émotions. Parce que dès que tu commences à penser que c'est bon, tu maîtrises, que tu es spécial, ou à l'inverse, que c'est la catastrophe, que c'est pas possible, la courbe d'optimisme ou la courbe de pessimisme, elle te fait prendre des décisions pourries en termes d'investissement, et pas que, en termes de décision, en termes de couple, à plein d'endroits. Les biais, c'est dangereux. C'est que souvent, les gens t'entendent les gros discours de la réussite, c'est une question de volonté. Or, il y a beaucoup d'études scientifiques qui montrent que les gens qui réussissent, paradoxalement, utilisent moins leur capital volonté dans la journée que monsieur, madame, tout le monde. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que quand tu te réveilles, tu as une banque de volonté qui t'est donnée, tu as un virement de volonté qui t'est donné, qui est un stock. Et plus tu l'utilises, par exemple, il y a des études qui ont été faites, tu résistes aux cookies, et ben du coup, l'après-midi, on te demande de faire un quiz qui demande de te concentrer, tu es moins bon que ceux qui n'ont pas résisté aux cookies le matin. Donc tu as un stock qui est limité. Ça, c'est la premier niveau d'étude. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui réussissent, justement, c'est pas qu'ils résistent mieux aux cookies, c'est qu'ils s'assurent de ne pas avoir de cookies dans la journée. Et ça s'applique à plein d'endroits. Par exemple, dans mon cas, c'est un exemple que je prends souvent, je voulais aller plus souvent à la piscine. Le simple fait de devoir chercher mon maillot de bain qui n'était pas propre ce jour-là, ou mes lunettes de piscine qui sont pas prêtes, ou que je ne trouve pas, c'est plus qu'une bonne excuse, c'est qu'en fait je crée de la friction au mouvement. Ce qu'on observe chez les gens qui réussissent, soit ça a été généré par eux, soit c'est leur entourage, leur coach sportif, leur entraîneur, leur associé, leur bras droit, leurs équipes. Autour, il y a quelque chose qui s'organise de sorte que tout ce qui serait leur zone de fragilité ne sont plus des problèmes, parce que l'environnement est designé de sorte que ce soit facile. Par exemple, Google, ils avaient des problèmes parce qu'ils ont nourriture illimitée et gratuite pour leurs employés à San Francisco. Et donc, ils avaient un taux d'obésité qui était énorme. Et plutôt que d'essayer d'éduquer, ce qui aurait été une bonne stratégie, et je pense qu'ils l'ont fait d'ailleurs aussi, d'éduquer les salariés à mieux manger, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réagencé les cafétérias de sorte que les sodas soient plus difficiles d'accès, de sorte que les cookies, avant qui étaient dans des bols en verre transparent que tu peux voir tout le temps, soient cachés dans les placards, et à l'inverse mettre des fruits visibles. Ils ont redesigné les cafétérias, l'eau de manière plus visible, les légumes de manière plus visible. Ils ont fait ça progressivement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu énormément de calories consommées en moins par les Googlers, mais sans pour autant qu'ils aient eu l'impression de devoir faire preuve de volonté. Il n'y avait pas dans la boucle d'habitude ce qu'on appelle un déclencheur. Et ça s'applique pareil dans le business. C'est-à-dire que Facebook, par exemple, va extrêmement loin dans designer les bureaux de sorte de favoriser la créativité. Chez Google, ils ont designé l'architecture des bureaux pour faire en sorte de maximiser le nombre d'interactions sociales qu'il y a entre des salariés, parce que c'est prouvé que plus il y a d'interactions sociales entre les équipes, plus il y a de créativité. Ça s'applique aussi à l'échelle d'un individu. Typiquement, la manière dont tu vas agencer ton bureau, qu'est-ce qui est accessible, ça a plein d'applications. J'ai une école de coaching, je forme les gens au coaching. Je fais des coachings de gens que je ne connais pas, de l'extérieur, devant les élèves, pour qu'ils puissent me voir coacher. Et avec cette idée qui m'a toujours inspiré de donner les outils à monsieur, madame, tout le monde, mais surtout les gens qui sont très ambitieux de réaliser la vie qui les inspire. Mais la vie qui les inspire vraiment. Moi, ce qui m'inspire, c'est que les gens identifient leurs vrais rêves, et ensuite aient le courage d'y aller et soient prêtes à jouer sur 10 ans et pas avoir un petit succès rapide qui n'a pas de sens en fait. Alors si tu es coach, que tu as envie de le devenir, que tu es intéressé par avoir un impact dans la vie des autres et créer des étincelles dans leurs yeux, alors j'ai un guide qui est fait pour toi. Un guide sur les questions impactantes à poser en tant que coach. Tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le bouton qui apparaît. Donc c'est parti, télécharge le guide.